Bienvenue dans Mixing Génération, le podcast qui s'intéresse à la transmission entre les générations. Je m'appelle Mélissa Asli-Petit, je suis docteur en sociologie sur la thématique du vieillissement et des relations multigénérationnelles. J'ai décidé de lancer un podcast pour réinventer le regard sur le vieillissement. Je crois que mixer les générations, c'est ce qui changera le monde. Alors je veux donner la parole à des invités qui par leur expérience de vie, par leurs actions, changent le monde et créent de meilleures conditions de vie pour les plus âgés, mais aussi pour nous, parce que cela nous concerne tous. Dans ce podcast, j'espère que vous serez inspirés et que vous aurez envie de créer ensemble un monde mélangé, ouvert, plus coloré et surtout que vous prendrez conscience du lien puissant qui nous unit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Legrel. Il est franco-belge et il est cofondateur de Duo for a Job. Duo for a Job, c'est un programme de mentorat intergénérationnel et interculturel. Ils mettent en contact des personnes de plus de 50 ans avec des jeunes issus de l'immigration. Les mentors vont aider les jeunes pendant 6 mois à trouver un travail. Alors Mathieu, pour commencer, est-ce qu'on pourrait revenir sur la genèse de la co-création de Duo for a Job ? Qu'est-ce qui t'a donné envie et qu'est-ce qui t'a motivé de te lancer dans cette aventure ? Oui, donc l'idée est venue de Frédéric Simonard, Fred, qui est un de mes amis d'enfance et l'autre cofondateur. Et lui, en fait, pendant son mémoire, lui a étudié l'aménagement des fins de carrière en Belgique. Il y avait une réforme des retraites. Il a eu pas mal d'entretiens avec des personnes qui allaient passer à la retraite et qui paniquaient un peu de ce passage à la retraite, qui voulaient rester actifs mais qui ne trouvaient pas de bénévolat ou de choses qui correspondaient à leurs attentes. Donc voilà, là, ici, ça l'a étonné. Et puis, il a étudié les difficultés d'accès au marché de l'emploi des jeunes issus de l'immigration. C'est comme ça que lui a eu l'idée. Et moi, donc ça, il était assez jeune et il s'était toujours promis, le jour de ses 30 ans, de démissionner de son boulot et de le lancer. Donc, il a travaillé pendant 7 ans dans le département de ressources humaines d'une grosse boîte. Et puis, le jour de ses 30 ans, il a remis sa démission. Et moi, j'étais entre deux missions en Libye, pour Médecins sans frontières. La Libye mettait un peu de temps à me donner mon visa, donc j'étais un peu au chômage technique. Je lui ai proposé un petit coup de main pour lire le business plan, etc. Et puis 10 ans plus tard, je suis toujours là. Mais c'est intéressant de voir comment en fait, à partir d'une lecture de business plan, on s'engage. Il y a quand même quelque chose qui t'a, en tous les cas, donné envie au-delà de la lecture du business plan. Bien sûr, oui, je m'y attendais pas. À la base, c'était juste lui donner un petit coup de main pendant une demi-journée et puis voilà. Et c'est vraiment, ça faisait un petit temps à titre personnel que moi je voulais rentrer en Europe, mais voilà, c'est pas évident. Comme l'humanitaire, c'est beaucoup d'expériences un peu folles, beaucoup d'adrénaline, de voyages et tout, de trouver quelque chose d'intéressant où on peut valoriser mes compétences pour le coup à l'époque. Et c'est vrai que là, l'idée de travailler côté migration, mais en Europe, que je connaissais moins bien, je connaissais les publics, mais plutôt en Irak, Libye, Pakistan et tout, dans les pays où moi j'avais bossé. Et puis de les mettre en contact avec des personnes franco-françaises ou belgo-belges, pour la plupart, plus de 50 ans. C'est vrai que la problématique des plus de 50 ans ou de la retraite, je ne la connaissais pas du tout. Et pour moi, ça aussi, c'était un peu une découverte. Donc je me suis dit que ça allait être marrant. Et a priori, je me disais plutôt que ça allait durer 3 à 6 mois. Mais finalement, voilà. Ça a duré beaucoup plus longtemps. Peut-être pour revenir sur ces deux populations, à la fois les plus de 50 ans et puis les jeunes issus de l'immigration, pourquoi avoir vraiment choisi le mélange de ces deux populations ? Tu as parlé aussi de stéréotypes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vraiment choisir ces deux types de populations ? Oui, alors pour les jeunes issus de l'immigration, c'est le taux d'emploi. Ils ont, certains, 2 fois moins de chances de trouver un travail, voire 3 fois. Il y a pour toute une série de raisons, que ce soit des discriminations pures et simples, mais aussi manque d'accès à des réseaux, manque de connaissance des codes culturels pour les primo-arrivants, manque de maîtrise de la langue parfois. Il y a vraiment beaucoup d'éléments. Donc ça nous a motivés à juste essayer de diminuer ce gap en fait qui nous paraissait être un non-sens. Et au niveau des plus de 50 ans, les taux d'activité sont assez faibles et on se rendait compte que beaucoup de personnes voulaient s'engager, mais en fait dans les bénévolats il y avait souvent soit des choses où ils valorisaient leurs compétences mais loin du terrain, dans des conseils d'administration ou autres, ou bien des choses
plutôt des permanences, enfin des choses, des opportunités, plutôt des permanences, ou voilà, un aspect très social, mais où ils valorisaient moins leurs compétences. Et ici, on était un peu entre les deux, c'est une sorte de travail de terrain, direct, je dirais en contact avec des mentees, les jeunes, mais aussi où ils pouvaient justement utiliser le réseau, utiliser les différentes compétences acquises, et puis en acquérir d'autres. Voilà, c'est ça un peu. On s'est dit, tiens, il y a vraiment un win-win à ce niveau-là. Et ça a été aisé de recruter Non. Mais on était, en tout cas, on ne connaissait pas d'autres initiatives qui avaient un focus plus de 50 ans. Et au début, on était vraiment encore plus focus retraité, senior. Alors, depuis, nos mentors nous ont dit, surtout ceux de 51 ou 52 ans, d'arrêter d'utiliser le terme senior. Parce que, bon, voilà. Mais en fait, souvent, on nous disait, ah oui, mais les retraités, ils sont plus actifs, ça change vite maintenant le marché de l'emploi. Donc, on nous a plutôt découragés de le faire. Donc ça, c'était pas... Voilà, ça nous a un peu questionné. Et puis c'est vrai qu'on rencontrait, on faisait beaucoup de sessions d'infos, on rencontrait beaucoup de personnes qui rentraient dans nos critères comme mentors, et personne ne s'inscrivait. Donc tout le monde disait, ah, ça a l'air super, félicitations, c'est génial. On disait, ah, mais alors vous allez devenir mentor? Ah non, non, moi j'ai pas le temps, ou ah non, moi j'ai pas les compétences. Mais c'était souvent le temps qui revenait, à tel point qu'à un moment on s'est posé des questions. On s'est dit, bon, c'est super que tout le monde nous félicite, mais si personne ne veut devenir mentor, est-ce qu'on répond vraiment à un besoin? Et au final, qu'est-ce qui a débloqué en fait la situation? Je crois qu'il y avait des freins. Je crois que la crainte du temps était une chose, et que par la suite on a pu avoir peut-être une meilleure argumentation, parce que c'est vrai qu'il y a une formation de 8 ou 9 modules, et puis après c'est une fois par semaine pendant 6 mois. Donc je crois qu'on était un peu plus incisif par la suite, de dire vous inquiétez pas, c'est assez flexible, même si c'est sur 6 mois, vous pouvez partir en vacances, vous pouvez décider, vous arranger avec votre mentee de quand est-ce que vous décidez de le faire. Beaucoup de personnes aussi nous disaient, ah mais moi j'ai jamais recherché d'emploi, parce que voilà, les personnes, la génération des boomers entre guillemets, ont eu cette chance de pouvoir facilement trouver du travail. Donc pour eux aussi c'est une découverte. Donc là aussi on devait les rassurer, dire, ne vous inquiétez pas, on va vous former, on va vous aider, vous accompagner, vous mettre à disposition plein d'outils. Et la crainte de dire, tiens, mais je sais pas ce que je vais lui dire, moi, à ce jeune, j'ai jamais rencontré de réfugiés, et de dire ça aussi, c'est notre travail de bien faire le matching et tout, mais comme à l'époque, on savait pas tout ça, on savait pas que notre matching allait marcher, donc on a aussi moins d'arguments, et il fallait vraiment se dire, je me lance. Et je comprends, parce que comme on n'avait encore jamais rien fait, ils nous voyaient tous les deux dans des bureaux un peu cafards, et de dire, hey, vous voulez bien 6 mois, toutes les semaines, vous vous engagez, et alors que oui, ça marche, ben on ne sait pas, hein, on va voir ensemble. Donc oui, et puis ce qui a dégagé, c'est un mentor s'inscrit, et puis un deuxième, puis une troisième, puis on a fait la première formation, et puis là on commençait, voilà, on a fait les premiers matchs de duo, ils étaient très enthousiastes, donc on a pu faire une petite vidéo, et je dirais ça a été petit à petit. Et puis ce qui a vraiment débloqué, mais ça a été graduellement dans le temps, c'est 2 éléments. D'une part, que 9 mentors sur 10 recommençaient, donc ça, voilà, ça nous permettait d'accompagner plus de jeunes avec le même nombre de mentors. Et le peer-to-peer, entre guillemets, c'est-à-dire le bouche à oreille. Si voilà, un ami dit tiens, tu devrais faire ça, dire ah oui, mais j'ai pas le temps, non, t'inquiète pas, je croyais aussi, mais vas-y, fais-moi confiance. Ça aide beaucoup plus que voilà, une argumentation que nous on pourrait faire. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est la méthodologie qui a été déployée. Parce qu'en fait, quand on lance des activités ou des actions entre les générations, on peut des fois se dire ah, on va les mettre ensemble et il va y avoir une magie. Alors que non, il y a besoin aussi de méthodologie. Tu parlais de formation. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu en quoi consiste cette formation et cette méthodologie que vous avez développée? Oui, à fond. Moi, je crois fort en cette magie. Il y a des films comme Intouchable, où il y en a pas mal d'autres, où des personnes qui n'auraient pas dû se rencontrer normalement se rencontrent. Je crois que cette magie peut opérer, mais que souvent on se dit que ça se fait naturellement. Et effectivement, comme tu dis, nous on s'est dit, ça peut se faire, mais il faut que ce soit encadré. Donc en gros, il y a tout un cycle de vie, entre guillemets, c'est-à-dire les mentors. Donc je vais peut-être me concentrer sur les mentors. Une session d'info d'abord, on répond à leurs questions. Voilà, leurs craintes aussi, on explique en quoi consiste le programme. Ensuite, il y a un entretien individuel pour apprendre à mieux connaître la personne, voilà,
dans quel secteur est-ce que la personne a travaillé, quelle langue elle parle, et puis quelles sont ses attentes, pourquoi elle a rejoint le programme, quel type de mentee, donc les mentees sont les jeunes, elle souhaiterait accompagner uniquement de son secteur ou pas, est-ce qu'elle peut travailler sur quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qu'il veut faire, quelqu'un de très vulnérable, est-ce que c'est OK ou pas, donc on essaye vraiment de mieux cerner la personne, et puis pendant la formation, comme je sais, il y a plein de modules sur l'écoute active, les relations interculturelles, l'histoire de la migration en France, c'est quoi rechercher un travail, tous les super projets qui existent pour aider les jeunes à trouver un boulot, tous les outils qui ont été développés. Le but, c'est pas de réinventer la roue, mais c'est de nous être un liant aussi vers tous ces projets. Ça nous permet d'observer aussi les mentors. Il y a des jeux de rôle qui sont organisés autour de la première rencontre, qui est souvent clé et qui... Voilà, les mentors craignent beaucoup, disent ça, j'espère que ça va bien se passer, mais je sais pas, qu'est-ce que je peux dire, pas dire. Donc ça aussi, on les accompagne, de dire, n'essayez pas de mettre en avant votre carrière, concentrez-vous sur des aspects communs, c'est-à-dire la famille, les hobbies, les enfants, des choses qui réunissent finalement, quelle que soit la culture, l'origine, etc. Et puis, nous réunissons, on prend les différents profils de mentee-mentor, nous on match, on appelle les mentors et mentees, on voit si eux sont intéressés par le profil de l'autre, si c'est le cas, ils se rencontrent. Et si les deux sont enthousiastes, ça c'est important, il y a des ports de sortie aussi. Mais là, ils se lancent alors dans vraiment les 6 mois de rencontres, une fois par semaine, comme je disais. Et dans le but, voilà, il y a moins l'épinière de trouver un travail, mais il se passe beaucoup d'autres choses. Et il y a vraiment cette relation de confiance qui se crée et souvent un enthousiasme qui est génial. Et c'est intéressant parce que tu parles de confiance. La confiance, en fait, elle se crée au fur et à mesure parce qu'ils se rencontrent et ils doivent échanger. Et puis, ils doivent parler peut-être de vulnérabilité aussi, peut-être du mentee, voire du mentor. Comment, est-ce que tu as des exemples de mentor-mentee sur comment ça s'est passé ou comment, tu vois, est-ce qu'ils ont trouvé le job ou au final, est-ce qu'ils ont fait d'autres choses? Oui, il y en a beaucoup. Il y a eu je crois, beaucoup de découvertes pour des mentors, de se rendre compte à quel point on était privilégiés. Enfin, ils étaient privilégiés. Je me mets dans le tas, même dans nos villes, je dirais, de voir certains quartiers ou comment certains mentees étaient logés. Sur des projets professionnels aussi, parfois des mentees ont une idée en tête et puis au fur et à mesure, ça peut évoluer. Parfois, ça passe vraiment... Certaines personnes veulent pas travailler dans un garage et puis on passe par de la sécurité pour finir en logistique. Certaines veulent travailler, je sais pas, des mentees qui veulent travailler au guichet de la poste et puis finalement qui se rendent compte qu'en fait puéricultrice c'est génial. Des personnes qui étaient infirmiers, qui souhaitaient travailler comme aide-soignant, mais à cause de niveau de langue, n'y arrivaient pas dans les hôpitaux. Et puis finalement, il y a les maisons de retraite qui sont parfois moins développées dans les pays du Sud, où les personnes âgées vivent au sein des familles. Donc c'est là aussi où nos mentors peuvent aider à vraiment rediriger vers des métiers qui correspondent aux mentees. Mais eux aussi, on leur apprend à ne pas aller trop vite, à ne pas se dire ça va être bien pour toi, mais aller au rythme du mentee, vraiment de bien écouter, de prendre le temps. Parce qu'on a tendance à être dans une culture qui aime de l'efficacité, on doit se dépêcher, time is money. Et là, on leur dit perdez du temps ensemble. Les premières, n'essayez pas tout de suite d'attaquer la recherche d'emploi, faites connaissance, apprenez. Parce qu'on a parfois des duos qui sont lancés dans une direction et après 2-3 mois, le mentor a dit en fait, si c'était à refaire, je me rends compte que c'était peut-être pas la meilleure des voies et donc ils refont. Il n'y a rien qui est irréversible, mais voilà, il y a toutes ces différentes expériences, mais de réaliser... Là, j'ai vu ces vacanciers mentor que j'avais accompagné au tout début, donc en 2014, qui est maintenant à son, je crois, 8e, 9e accompagnement. Et elle est très, très féministe. Et là, elle est en duo avec une femme voilée. Et elle a dit que ça avait été très intéressant pour elle, parce qu'au début, au premier duo, elle aurait refusé, je crois. Mais comme elle nous fait confiance, voilà, elle a accepté de se lancer dans un duo comme ça. Et de par l'échange, à nouveau, on parlait un peu d'idées reçues et autres. Ça lui a permis de déconstruire certaines choses, de voir en fait le côté humain derrière, le côté gris. On voit surtout avec les réseaux sociaux, les choses sont noires, blanches et assez opposées. Et je crois que de par la rencontre, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'on a tous nos paradoxes et on fait un pas dans la direction de l'autre le fait aussi. Donc c'est là où il y a cette magie, je trouve, qui opère. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est des humains qui se rencontrent. Exactement. Et en effet, il y a un besoin de rencontre humaine.
pour pouvoir effacer nos stéréotypes, effacer nos préjugés et se rendre compte que l'autre nous ressemble un peu, même si on a des divergences ou des différences de mode de vie, mais il y a besoin de cette rencontre, donc ça doit être très riche en effet. Oui. Tu parlais des portes de sortie. Il y en a eu des fois en plein milieu du parcours où vraiment ça se passait, c'était compliqué. Oui, bien sûr, on a un taux on a 9 duos sur 10 qui finissent les 6 mois, ce qui pour de l'humain, entre guillemets, pour moi, voilà, on n'atteindra pas plus haut, parce que 10% de personnes qui ne passent pas des dizaines d'heures ensemble, ça me paraît pas mal en termes de matching. Mais c'est vrai qu'il y a des duos qui s'interrompent. La plupart, ce sont pour des raisons externes, entre guillemets, des déménagements. Il y a parfois des grossesses pas prévues qui forcément chamboulent un peu les projets professionnels. Et c'est arrivé après qu'il y ait des problèmes de match ou d'entente, ça évidemment ça arrive. Il y avait notamment une mentor que j'avais accompagnée il y a quelques années aussi et qui elle, à chaque fois, trouvait du boulot à ses mentees, enfin trouvait, c'est pas elle, mais avec le mentee, etc. Mais comme elle était très connectée, ça permettait, pas de pistonner, mais disons de trouver des opportunités, d'être au courant de où est-ce qu'il cherchait, peut-être parfois de faire ce pont. Il y a parfois une petite crainte de se dire « Ah, mais je connais pas ce type de public, je préfère engager des gens comme nous, entre guillemets. » Et là, ça permet de rassurer aussi les employeurs. Et il y avait une mentee avec laquelle, c'était une personne qui était très cash, très frontale dans sa manière de s'exprimer et tout. Et vraiment, le duo s'était pas bien passé. La mentee, on avait décidé de la rematcher. Et la mentor, on avait une longue discussion. Elle m'avait dit, tiens, ben oui, en fait, je me rends compte qu'avec le temps, je deviens un peu plus dur, donc il faut que je fasse attention. Et donc, je trouvais ça assez touchant, en fait, de mon côté, de voir cette personne qui avait 60-70 ans et de cette capacité de remise en question qui je crois... Voilà, Duo avait participé en tout cas à ça. En tout cas, on essaye de faire ça. Mais c'est vrai que c'est chamboulant comme expérience. Et c'est un des buts aussi. Je crois que toute réelle rencontre avec des personnes d'un milieu très, très, très différent est chamboulante dans tous les cas. Et est-ce qu'il y a d'autres temps, on a parlé de la formation, d'autres temps de rencontre entre les mentors et les équipes de Duo for a Job pour re-questionner, revoir où ils en sont, savoir comment ça se passe, tu vois, ou en tous les cas aller chercher aussi ces points de friction pour mieux les comprendre. Oui, alors chaque duo est suivi par une personne de notre équipe, donc la personne est disponible à tout moment, s'il y a des questions, ou s'il y a un moment ils sont un peu dans un cul-de-sac dans la recherche d'emploi pour pouvoir avoir un regard extérieur. On a aussi, donc il y a des points réguliers qui sont organisés, et puis il y a aussi des séances d'intervision. Donc on réunit 7 mentors en général avec un ou une animatrice. Et l'idée, c'est que chaque mentor se présente brièvement devant les autres participants et puis explique aussi le duo dans lequel il ou elle est, de dire voilà, je suis, je sais pas, Fatima ou Abdallah, et donc on en est là, il y a ça, et je crois que parfois j'ai cette difficulté. Donc ça peut être des choses très pratique, de dire tiens, ils recherchent en comptabilité, est-ce que vous connaissez un stage ou est-ce que vous avez une idée, ou bien des choses qui sont beaucoup plus humaines, avec beaucoup de relationnel. Je me rappelle d'une intervision où une mentor s'était au fur et à mesure rendu compte, et notamment grâce aussi aux discussions avec les autres mentors, qui étaient beaucoup trop impliqués en fait, émotionnellement. Et d'ailleurs, après son duo, elle avait demandé de faire une pause parce qu'elle avait dit qu'il fallait un peu que ça redescende. Et donc, c'est notre rôle aussi de cadrer ça. Et on explique aux mentors, voilà, c'est important, c'est un échange qui se fait, qu'eux vont beaucoup apprendre. Le mentor n'est pas là comme enseignant, mais il y a cet échange qui s'opère. Mais c'est de dire un mentor, c'est pas un psy, c'est pas un sauveur, c'est pas un parent. Et même au-delà de ça, parfois ils respectent tout ça, mais c'est de trouver cette juste distance. Et c'est vrai que au fur et à mesure qu'ils apprennent à connaître le ou la mentee, il y a cette envie que ça marche, que le mentee soit le plus épanoui possible. Et nous, voilà, on doit aussi, eux ne contrôlent pas tout et on doit faire attention à ça. Et c'est notre rôle. Et les intervisions aident aussi à ça. Et puis, il y a des événements qui sont organisés avec d'autres mentors. On organise des workshops, par exemple, des simulations d'entretien d'embauche. C'est quelque chose de très codé. Par exemple, moi, j'ai réalisé que
en Europe, en tout cas, je dirais la modestie est très codée. C'est-à-dire en fonction des cultures, typiquement, elle a un peu moins d'application à Marseille ici, un peu plus, mais je sais pas, si je suis très bon dans une discipline, on va me dire, tiens, t'es bon toi au fond à ça? Je vais dire, avec un petit sourire en coin, je me débrouille. Alors que c'est pas du tout vrai. Dans le fond, je me dirais, je suis très très fort, mais ça ne se dit pas. Il y a d'autres cultures dans lesquelles il n'y a aucun problème. Au contraire, il faut se mettre en avant très fort. Et donc, voilà, ce sont des choses codées. Et pour ça, le fait d'avoir un entretien d'embauche, ça aide. Il y a le regard. On a des mentees qui viennent de pays d'Afrique subsaharienne. Je pense notamment à un mentee qui venait de Guinée, qui, en marque de respect, regardait ses chaussures tout le temps. Et donc là, il fallait lui expliquer que, en Belgique ou en France, c'était important de regarder son interlocuteur dans les yeux. C'était une marque aussi de respect, de considération. Il y a une des personnes qui organisait ces simulations d'entretien d'embauche qui m'avait dit un mentee était arrivé, s'était tout de suite assis. Et donc lui était encore debout et s'était mis à côté de lui, il avait dit « Je vous en prie, asseyez-vous ». Et là le mentee avait regardé, s'était dit « Bon, il m'a dit celui-là il n'oubliera pas qu'il faut attendre ». Enfin, il y a comme ça plein d'éléments qui sont intéressants et là où la mentor observe aussi la dynamique et comme ça par la suite ils peuvent retravailler les différentes questions, de dire à ce moment-là il fallait que tu fasses attention, c'est filmé. Donc comme ça, sur le body language aussi, moi j'ai tendance à beaucoup, on ne voit pas, c'est un podcast, mais exprimer avec des mains, il ne faut pas que ce soit trop, mais un tout petit peu, il y a tous ces éléments-là, et qu'on ne conscientise pas aussi, je dirais, quand on est en France, avec des potes qui sont franco-français, etc. C'est tous des éléments intéressants qui nous font découvrir d'autres choses, mais aussi sa propre culture, ses propres fonctionnements finalement. Et c'est sûr que quand on filme, on voit tout après. Oui. Un peu avec une loupe grossissante et ça permet de se positionner en effet. J'ai l'air de ça, il faut que je fasse attention, tiens. Bah oui. Mais c'est très intéressant sur la question des codes culturels en fait. Je pense que le mentee apprend les codes culturels du pays dans lequel il réside aujourd'hui, mais le mentor aussi découvre des codes culturels du pays du mentee. Et alors, j'ai vu que Duo s'était développé aux Pays-Bas. Oui. Alors je ne connais pas les Pays-Bas. Est-ce que aussi, en se développant comme ça dans l'Union européenne, aussi, il faut se conformer à d'autres codes culturels européens Ah oui, c'est sûr. Je dirais il ne faut même pas aller jusqu'aux Pays-Bas. Donc nous, on s'est lancé à Bruxelles à la base. Ouais. On est tous les deux bruxellois, mais on a un bout de notre famille qui sont francophones de Flandre. Donc c'est une spécificité bruxelloise, donc des gens qui sont parfaits bilingues. Et moi, ma mère était française. Donc on était déjà un petit peu hybride, entre guillemets. Mais c'est vrai, quand on a, en 2016-17, quand on a ouvert notre première antenne à Anvers, en Flandre, et à Liège, en Wallonie, ça a été une découverte pour nous et plein de choses devaient être changées. Et c'est une spécificité de la Belgique qui n'est pas grande, mais qui est quand même très diversifiée. Déjà, ce n'était pas la même langue. On avait des cultures politiques très différentes, c'est-à-dire que la Wallonie est très à gauche, la Flandre est plutôt très à droite. On avait des économies très, très, très différentes en termes de PIB et autres, et donc d'efficacité, je dirais, de certaines institutions, de choses, de manière de fonctionner. On avait tendance à se présenter un peu, on est une start-up sociale, ce qui pouvait passer en Flandre ne passait pas du tout en Wallonie à l'époque. Donc là aussi, il y a des éléments. Après, on est arrivé en France, on dit, on a ce projet belge, on a fait ça. Oui, Belgique, mais c'est la France. Et donc, à chaque fois, il faut refaire ses preuves, faire attention, pas commettre, je dirais, d'impair. En Hollande, le fait que dans la gouvernance, par exemple, il n'y ait pas de personnes hollandaises, ça pose problème. Donc on réfléchit, ce qui n'était pas le cas en France. Le fait que la gouvernance soit principalement belge n'était pas un problème. Donc il y a tous ces éléments différents dont on doit tenir compte. Mais je dirais, une question qu'on avait, c'est de se dire, tiens, ce côté intergénérationnel, ce côté un mentor avec un métier, est-ce que ça fonctionne? Et là, que ce soit à Anvers, à Gand, à Rotterdam, à Marseille, à Lille, oui. Et c'est ça qui nous a encouragés, c'est qu'il y a quelque chose d'assez universel. Et je dirais qu'il a toujours existé. On connaît tous des oncles, des tantes, des parents qui ont rencontré une personne par hasard et se sont dit, tiens, je donne un petit coup de main à mon niveau. Et là, on essaye de cadrer ça et de le faire à plus grande échelle, en fait.
Et donc ça veut dire aussi que les problématiques de jeunes issus de l'immigration face à l'emploi et d'emploi des seniors, ou en tous les cas emploi des populations des plus de 50 ans, elles existent à la fois aussi aux Pays-Bas, et en France, en Belgique. Je dirais malheureusement oui, c'est-à-dire qu'il y a des politiques d'intégration qui ont été très 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 différentes, que ce soit au niveau urbanistique et à plein de niveaux différents. En Belgique, il y a un communautarisme un peu plus fort. On n'a pas ces problématiques des cités comme il peut y avoir en France. Je dirais les quartiers populaires sont en général, en tout cas à Bruxelles, dans le centre de la ville, ce qui n'empêche pas d'avoir des quartiers, avec comme Molenbeek, Anderlecht, qui ont été un peu connus il y a quelques années, malheureusement. Et puis en France, il y a une assimilation beaucoup plus grande. Il y a une insistance beaucoup plus grande sur la langue française. Qu'est-ce que c'est être française, qu'on a moins en Belgique, étant donné que des Belges peuvent être francophones, néerlandophones, germanophones. Mais on se rend compte qu'en fait, malheureusement, cet écart de chance face à l'emploi, quelles que soient les politiques qui ont été mises en place, est là. Et même aux Pays-Bas, où quand on a commencé à faire l'analyse, on se rendait compte qu'ils étaient quasiment en plein emploi, mais en fait, quand on grattait au niveau micro, il y avait ces écarts de chance et qui ne sont pas inévitables, en fait. Et c'est ce qu'on veut prouver aussi avec notre programme, c'est de dire, avec des politiques qui font sens, et on est soutenu par les différents pôles emploi et tout, et c'est une collaboration. Donc, depuis, je crois que ça date d'il y a quelques décennies, il y a une volonté, justement, d'aller vers un mieux. Mais que si les personnes sont bien formées, bien accompagnées, ont accès à des mêmes types de réseaux, que ça peut vraiment fonctionner. Et les feedbacks qu'on a des employeurs sont fabuleux. Les gens, cet échange, quand ça se fait au sein des entreprises, est génial aussi. Et pour les mentees, donc à ce moment-là, vous passez par le pôle emploi. Pas uniquement. Je dirais que ce soit les mentees comme les mentors, on a eu d'abord des idées, de se dire tiens, où est-ce qu'on pourrait les trouver ? En fait, c'était ça la question. Et au début, on a testé plein de choses. Les mentees, en général, au début, c'est un peu plus simple parce qu'il y a des associations qui travaillent avec des chercheurs d'emploi, qui travaillent sur les processus, tous les cours de langue, par exemple, de français, quand les personnes sont primo-arrivantes, on peut aller là, ou bien personnes qui aident à trouver un logement. Donc, il y a tous ces projets sociaux qui sont un peu en amont de l'emploi avec lesquels on peut collaborer. On fait des campagnes réseaux sociaux aussi. Et puis, pour les mentors, il fallait un peu rechercher, se dire, tiens, où sont les personnes de plus de 50 ans, je dirais de 50 à 65, il y en a encore en entreprise, donc là on peut mettre en place des partenariats, mais les retraités, il n'y a pas un endroit, donc on essaye d'aller bibliothèques, centres culturels, des collaborations avec des clubs d'anciens, je dirais, peut-être des Rotary parfois, on essaye, parfois des pièces de théâtre, mais avant ça, on vient faire une petite présentation du Offer a Job. On s'est rendu compte que des personnes sur LinkedIn mettaient, je suis retraité, donc ça nous permettait de proposer notre programme via ce biais. Et puis le bouche à oreille, en fait. Et là, on essaye vraiment d'outiller nos mentors, nos mentees, pour qu'ils puissent en parler autour d'eux. Et c'est une de nos sources principales des deux côtés. Et d'une certaine manière, il faut quand même avoir un ancrage territorial très fort dans ce développement. Oui, mais c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a une antenne, ici à Marseille, on a 3, bientôt 4 collègues qui travaillent. Donc c'est ça la difficulté, c'est que ça ne peut pas être à distance et se dire ok, on va se lancer dans, 10 villes, 100 personnels sur place. Et donc on a des collègues dans chaque ville qui connaissent effectivement le tissu associatif, le tissu économique aussi, les entreprises, et puis on développe ces partenariats graduellement. Donc certains partenariats, typiquement, on espère pouvoir avoir un partenariat au niveau national avec Pôle emploi, là c'est national, mais pour beaucoup d'autres, c'est quand même très localisé. Oui, j'aimerais revenir juste sur les apports des uns et des autres, du mentor, du mentee. Les deux, en fin de session, en fin de programme, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils retiennent comme élément fort ? Ce qui n'est pas évident, c'est qu'on vient de fêter notre 5 millième duo, donc, et c'est un peu cliché, mais je dis souvent qu'il y a autant d'histoires que de duos, mais c'est vrai que parmi les profils
de nos mentors, déjà, on a plus d'une 50aine de secteurs représentés. Ça nous arrivait à des formations de mentors d'avoir un ancien patron, un ancien syndicaliste qui se regardait au début des 4 jours un peu bizarrement et qui, à la fin, était super pote, se proposait des opportunités d'emploi ou de poste dans certains conseils d'administration parce qu'eux connaissaient soit principalement des gens du milieu corporate et les autres du milieu syndical et autres. Et quand il y a des ponts, je crois qu'il y a plein de belles choses qui peuvent se passer. Mais je dirais, pour les mentors, il y a le fait de rester actif, de se sentir utile, de découvrir des nouvelles réalités. Et dans réalité, je mets culture, quartier, histoire de vie, il y a beaucoup de choses. Eux, je crois, et ça aussi, on leur propose des formations dans les réseaux sociaux, LinkedIn et autres. Au moment du Covid, il y a eu le lockdown et donc je me rappelle une intervision où un mentor a découvert le partage d'écran. Parce qu'il disait c'est compliqué avec mon mentee de lui expliquer. Puis notre mentor a dit mais t'as qu'à partager ton écran. Mais comment on fait ça? Donc voilà, il y a ces moments, la révélation. Au début c'était en 2014, on a lancé des cours Facebook pour nos mentors. Alors c'était assez funky à l'époque parce que certains me disaient mais c'est quoi la différence entre Facebook et le mail? Ah oui, quand même. Bon, d'accord. Mais il y a toutes ces choses et eux nous aident, les mentors, pas tous, mais une bonne partie nous donnent des conseils, nous ouvrent des portes, nous disent tiens, mais je bossais dans telle entreprise, peut-être que vous pourriez avoir un partenariat financier avec cette entreprise, ou tiens, moi j'étais à tel poste, je faisais du marketing, vous avez besoin peut-être d'un petit coup de main, on a d'anciens comptables qui nous aident au niveau comptabilité. Donc eux participent aussi à l'aventure entrepreneuriale, parce que c'est vrai qu'on s'est lancé. On était 2 bénévoles il y a une petite dizaine d'années. Maintenant, on est un peu plus de 80 salariés dans 3 pays. 4, en fait. On a une salariée à Barcelone qui est en train de ouvrir une antenne là-bas. Et donc, il y a ça aussi, je crois, qui rajoute à l'expérience bilatérale du duo et que eux font évidemment partie à 100% de ça. Et donc, il y a tous ces éléments-là. Et pour les mentees, là, ça va varier, parce qu'on a des mentees qui ont eu des parcours de vie très compliqués, des personnes très vulnérables, qui savent parfois à peine lire et écrire, et des personnes très qualifiées, qui ont besoin vraiment d'un accompagnement plus technique sur les secteurs d'activité. Mais je crois que dans tous les cas, il y a la confiance en soi, parce que la recherche d'emploi, même quand on est français, franco-français, en France, qu'on a tous nos amis, famille, etc., c'est une période ingrate, où la confiance en soi chute. Et donc d'avoir une personne à ses côtés pour dire « tu vas y arriver, t'es incroyable », de pouvoir faire un point chaque semaine, d'avoir des idées externes, tous ces conseils. Donc il y a cet aspect réconfortant, confiance en soi, de vraiment, et puis en général l'amitié qui se crée pour les mentees primo-arrivants. Il y en a beaucoup qui nous ont dit que leur mentor était la première personne française ou belge qu'ils rencontraient au-delà des guichets. Donc forcément, il y a quelque chose de super riche qui se passe. Sur l'apprentissage, la connaissance du pays. De la langue, du pays. C'est... Mais alors, juste les mentors qui ont par exemple 50-55 ans, ils peuvent être certes en emploi, mais ils peuvent être aussi en recherche eux-mêmes d'emploi. Ouais. Et vous avez aussi cette population-là qui, en même temps d'accompagner un mentee pour sa recherche d'emploi, recherche lui-même. Exactement, On a des personnes qui sont en pause carrière, des personnes qui cherchent elles-mêmes un emploi en pré-retraite, en retraite. Parfois, les mentors sont en retraite puis se remettent à bosser. Personnes à retraite puis qui sont encore consultants hyperactifs. On a, et puis vraiment, on a des personnes qui travaillent dans le social, qui travaillent pour des grosses boîtes, dans la diplomatie. Il y avait une mentor qui travaillait à l'Union européenne, à un niveau, qui était haute fonctionnaire européenne, et qui était, je crois, depuis une vingtaine d'années ou trentaine d'années à Bruxelles. Et en fait, c'est à la fin de son premier duo, se rendre compte que son mentee, qui était arrivé, je crois, 1 an et demi avant de Guinée-Conakry, et elle s'est dit, lui parle déjà mieux le flamand que moi, ça ne va pas, et s'est mise à faire des cours de flamand. Donc il y a aussi ces échanges-là, et parfois les mentees qui donnent envie d'en apprendre plus, et on a
des témoignages de proches de mentors qui parfois nous disaient « Ah oui, c'était une personne gentille, mais voilà, un peu vieillotte, un peu poussiéreuse » et de renaissance, vraiment, de gens que ça remotive, ça donne une raison. Et ouais, il y a cette belle aventure. Et alors quand ça nous arrivait de faire des drinks au bureau, organisés par le mentor, ce qui disait « Voilà, le mentee a trouvé un boulot, faut qu'on fasse ça ». Et c'est assez touchant, quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu le socle de la société, le fait de se rencontrer et de ne plus stigmatiser certaines populations par son âge, son genre, son origine culturelle, sa classe sociale, et qu'au final, la rencontre et l'échange est quand même la base de la société, en tous les cas une des bases, et le fait de se sentir utile ou trouver l'utilité sociale, ça montre la... C'est comme si, je trouve... à travers Duo for a Job, on revenait à l'essentiel de la société. Mais le socle, je te rejoins complètement, pour moi c'est l'empathie et l'humanisation de l'autre. Et en fait, on peut partir dans des extrêmes en déshumanisant l'autre, en oubliant, en ne se mettant plus dans ses pompes, dans ses chaussures en fait. Et que la rencontre, inévitablement, amène à ça. La rencontre, justement, cadrée, bien organisée. Et c'était une des volontés qu'on avait, c'est de se dire, sur les thématiques de la migration, il n'y a pas de lieu de rencontre, finalement. Il y a l'exemple qu'on donne souvent, c'est le concert contre le racisme. C'est bien, mais qui un jour a été convaincu que le racisme ce n'est pas bien? Après cette chanson, je me suis dit, ouais, en fait, j'étais... Et déjà, ce sont des gens non racistes qui vont à des concerts contre le racisme. Et les cercles, je dirais, on le voit avec nos mentors, là, pour la plupart, et je vois même à mon niveau, j'évolue dans le même type de cercle depuis un petit temps, en fait. Et quand on arrive à l'âge de 50, 60, 70 ans, on a les mêmes types de cercles d'origine socio-économique depuis 30 ou 40 ans. Voilà, et donc c'est là où peut-être l'empathie peut diminuer, parfois de manière inconsciente, souvent de manière inconsciente, et là d'être remis en contact directement, de manière bilatérale avec quelqu'un, et dans un cadre de confiance, et je dirais avec la recherche d'emploi, qui est évidemment la moelle épinière, mais aussi l'excuse. Parce que je crois que quand il y a une rencontre interculturelle, s'il n'y avait pas une raison, c'est un peu plus compliqué de dire bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer au foot, on va aller au cinéma, ce qui est bien, mais qui ne se suffit pas toujours. Et là, du coup, il y a ça, et en cherchant un travail, ils apprennent à mieux se connaître, ils développent, ils ont ces aventures, ces déceptions, ces joies, c'est ok, ça va aller, puis ok, on a passé la première étape de l'entretien. Enfin, il y a tous ces moments forts partagés qui permettent de remettre en question de part et d'autre, je dirais, parce que les mentees aussi se rendent compte. Un exemple que je donne souvent, c'est un mentee qui était très dynamique et très entrepreneur, qui vendait du pain à Alep, il était syrien, et il vendait du pain sur le trottoir. Et lui, en arrivant, on disait, il n'est pas question que je prenne 1 euro du chômage ou des aides sociales, il suffit d'acheter un petit four à pain, et je vais vendre mon pain sur le trottoir aussi. Et là, c'est là le rôle du mentor, du pont culturel, de dire ce n'est pas possible chez nous, tu dois t'inscrire chez Pôle emploi, etc. Et puis dire non, pourquoi je ne veux pas prendre les aides? Et dire oui, mais chez nous, déjà, il y a les paiements taxes, il faut s'inscrire, les thématiques d'hygiène et autres. Et donc, nous, on peut jouer ce rôle d'expliquer aussi pourquoi c'est important de payer des taxes, parce que la solidarité a été institutionnalisée, elle n'est plus au niveau tribal ou familial ou autre, mais au niveau de la société, donc c'est important d'y participer. Les mentors peuvent expliquer tout ça. On arrive à la fin de notre entretien, Mathieu. Toi, qu'est-ce que tu as envie peut-être de transmettre dans le futur ou de laisser un peu comme héritage? Au risque d'enfoncer une porte ouverte et de jouer sur les clichés, mais je crois que sortir de sa zone de confort et aller à la rencontre de personnes différentes, c'est précieux et utile, et qu'on le fait beaucoup trop peu. Je dirais moins inclus. Heureusement, j'ai Duo qui me permet d'être, de me confronter à plein de choses différentes. Dans l'humanitaire, je l'avais très fort, mais je crois que ça permet de revoir sa copie, et de peut-être avoir une vision un peu moins lisse et manichéenne du monde. Et ces thématiques sont complexes, et c'est pour ça que les médias ont souvent du mal, je trouve, à
à en parler. Et donc, n'hésitez pas. Et alors, je crois que ça peut se faire de manière individuelle, mais il y a beaucoup de super belles associations qui existent. Alors, Duo for a Job, j'espère, en fait partie. Mais il y a beaucoup d'autres projets. Donc, je veux dire, nous, c'est une thématique. Il y a plein de choses. Donc, voilà, n'hésitez pas à le faire. Souvent, il y a cette volonté, mais on ne réalise jamais. Et les gens ne le regrettent quasi jamais. Donc, voilà, ça vaut la peine. Passer à l'action. Exactement. Oui, et si on s'intéresse à aller regarder Duo for a Job, le site internet et les réseaux sociaux. Exactement, duoforajob.org ou .be ou .fr. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à nous transmettre vos commentaires et à nous envoyer vos questions. À bientôt.